Messieurs et mesdames et messieurs les conseillers, mesdames et messieurs les directeurs et directeurs généraux, mesdames et messieurs, chers collègues, je vous remercie d'être venus si nombreux ce soir pour les vœux de l'Agence nationale des fréquences, vœux qui, en ce début d'année 2017, sont bien entendu l'occasion de célébrer aussi les 20 ans, vous l'avez vu, de cet établissement public chargé de la gestion du spectre radioélectrique en France. Et c'est pour moi un plaisir de vous retrouver ce soir en une si belle occasion, en même temps qu'une joie de le faire dans un lieu aussi symbolique que le Palais de Tokyo, édifié en 1937 en pleine maturité de l'art moderne. Et comme il n'y a que quelques lettres entre l'art moderne, la modernité, à la modernisation, venons-en à cette thématique. La modernisation sera en effet le fil directeur, ce n'est pas très original, de mon intervention, vous l'aviez peut-être deviné. En même temps, 20 ans, c'est l'âge auquel tous les espoirs sont permis. Mais encore ne faut-il pas franchir cette ligne symbolique, exténuer et s'effondrer juste après sur la cendrée. L'agence, comme je vais en porter témoignage de manière hélas trop concise, s'est en effet lancée sous l'impulsion de son directeur général, accompagné du soutien vigilant de son directeur adjoint, les cordons de la bourse, c'est lui, dans une dynamique de modernisation depuis plusieurs années, je peux en témoigner, et celle-ci n'est pas prête de s'arrêter. Donc parlons d'abord de l'agence et de ses efforts permanents de modernisation. En tant qu'acteur de la gestion du spectre, vous tous réunis ce soir, et ceux que vous représentez, vous êtes évidemment très au fait de l'activité de l'agence, et vous avez pu identifier les évolutions visibles de l'extérieur, car celles-ci sont allées bon train. Parmi les plus récentes, je ne citerai que l'ouverture au public des bases de données, la dématérialisation des formulaires. Les marins sont dorénavant appelés à remplir leurs formalités radio par une interface dématérialisée, pas forcément en mer d'ailleurs, mais bientôt. La nouvelle charte de communication de l'agence, son nouveau site internet, la présence grandissante sur les réseaux sociaux, mais aussi l'assistante téléphonique à nos concitoyens. Et comme les fréquences sont invisibles, je souhaite aussi mettre l'accent ce soir sur ce que vous ne voyez pas ou peu. Le travail mené avec dévouement, maîtrise, savoir-faire, dans les coulisses, faute de quoi l'agence ne serait pas l'acteur reconnu des fréquences que nous connaissons aujourd'hui. Il faut le dire, ceci s'est fait en absorbant une baisse significative des effectifs. Depuis 2004, l'agence est passée de 350 à environ 300 salariés, en sachant au niveau de la direction générale préparer les réorganisations en amont, en veillant à réunir l'adhésion de ses personnels. L'agence a su s'appuyer en outre sur l'évolution programmée de son système informatique. Nous sommes en train de finaliser le programme SURF, S-U-R-F, de modernisation du système informatique qui va remplacer une douzaine d'applications métiers. Deuxième étape importante après la refonte et l'unification des référentiels qui concernent directement tous les affectataires. L'agence s'est aussi résolument engagée dans la réalisation de nouvelles fonctions en réponse à des enjeux apparus récemment, fonctions que personne ne soupçonnait devoir exister il y a encore quelques années. Quelques exemples. Depuis 2011, l'agence assure la protection de la réception de la TNT en remédiant au brouillage produit par des émetteurs dans des bandes de fréquences voisines. Elle est aujourd'hui l'interlocuteur privilégié du grand public pour ces brouillages et gère quotidiennement un centre d'appel, qui reçoit en effet quotidiennement de 1000 à 1500 demandes par jour. L'agence a été chargée en outre fin 2015 de la libération de la bande 700 MHz. Vous savez, nous avons déjà entretenu avec l'ensemble de la communication en direction des professionnels, des élus, du grand public, sur le passage au tout HD dès le premier trimestre 2016. Autre illustration, l'activité de protection du public à l'exposition aux ondes, qui depuis quelques années qu'elle est lancée, amène l'agence à réaliser environ 4000 mesures par an, à assumer un rôle pédagogique extrêmement précieux auprès des élus et du grand public, et en outre à gérer un fonds d'aide d'intervention associé. L'agence est également intervenue, par exemple en 2016, pour qualifier à la demande de RDF les rayonnements de ses nouveaux compteurs intelligents, Linky. Cette intervention très appréciée a permis de donner des éléments objectifs à destination des utilisateurs. Troisième exemple, la modernisation profonde de notre fonction de contrôle du spectre, avec l'achat d'équipements de pointe qui se montent à plusieurs centaines de milliers d'euros chaque année.
C'est grâce à ces équipements sophistiqués, analyseurs de spectre, radiogoniométres, que l'agence restera capable de contrôler les fréquences et de détecter les brouillages avec ses agents sur le terrain en adoptant une posture de plus en plus souvent mobile pour ces contrôles en réponse à de nouvelles menaces, qu'elles soient volontaires ou non. Je pense notamment aux brouilleurs de GPS. Quatrième illustration, historiquement, vous le savez, l'agence assure le partage des fréquences de nombreux grands événements, qu'ils soient institutionnels, sportifs ou culturels. Aujourd'hui, nous sommes des habitués de Roland-Garros et des 24 heures du Mans, du Vendée Globe. Il arrive bientôt, c'est grâce un peu à l'agence, quelque part, puisque le départ avait été coordonné par nous. Mais aussi, on a vu récemment nos équipes s'occuper de la COP21 ou de l'Euro 2016. Avec l'augmentation considérable de densité des liaisons radio sur ces événements, qu'il s'agisse de logistique, de liaisons médias, de sécurité du public et de sécurité des personnalités, l'agence est de plus en plus fortement sollicitée donc pour participer au bon déroulement de ces manifestations dont la réussite au plan médiatique comme de la sécurité est devenue cruciale. Il faut voir dans cette réussite technique, qui plus est rémunérée, la démonstration de la qualité de nos savoir-faire et la confiance que les organisateurs accordent et renouvellent chaque année à l'agence. L'ANFR, c'est aussi des missions plus discrètes pour assurer la sécurité de nos concitoyens comme du patrimoine économique national. Qu'on parle de brouilleurs, qu'on parle de la lutte contre les drones, et il y a pas mal d'exemples qui, effectivement, ne sont pas forcément placés sur la place publique. L'état d'urgence a été aussi une occasion de mobilisation pour vérifier, avec le soutien du HGDSN et des services du Haut Fonctionnaire de défense de Bercy, comme avec les ministères directement concernés, le réalisme des processus établis pour la gestion des fréquences en temps de crise. Mais l'agence sait aussi répondre présent dans des situations imprévues. Cela a été le cas assez récemment pour le maintien du signal horaire sur les grandes ondes depuis le site d'Alouis au centre de la France, après l'arrêt annoncé des émissions de France Inter sur la fréquence de 162 kHz. Ces signaux permettent d'accéder à l'heure légale française et de synchroniser les horloges et de multiples appareils. Le basculement du 31 décembre s'est bien passé, on y a même glissé une seconde intercalaire en prime. Et je ne suis sûr que vous n'étiez pas aperçu de cela. Je veux donc saluer ici la direction générale et l'ensemble des directions et services de l'agence. C'est le changement des méthodes de travail, allié à leur engagement permanent dans leur métier, qui a permis d'assurer avec succès autant de nouvelles missions et qui ouvre à cette jeune agence de 20 ans de nouvelles routes et certainement de nouveaux défis à relever. J'associe à ces félicitations, bien évidemment, et à mes remerciements, notre tutelle pour son soutien sans faille tout au long de ce processus et notre ministre pour la confiance qu'elle nous a témoignée en nous confiant ces importants chantiers sans une once d'hésitation. La modernisation de l'agence va de pair avec celle de sa gouvernance et nous avons pu compter sur la coopération de l'ensemble du conseil d'administration pour soutenir et accompagner les efforts. Dématérialisation des dossiers, participation active à des groupes de travail du conseil d'administration, vote électronique, mais aussi à des évolutions structurelles de la gouvernance, nouvelle organisation des commissions du conseil d'administration, élaboration d'un plan stratégique de gestion du spectre, rénovation des procédures de gestion du tableau national de référence des bandes de fréquences, le TNRBF. Faut-il voir encore une ultime marque de cette dynamique? Le conseil d'administration sera entièrement renouvelé courant 2017, comme il est en effet chaque année d'élection présidentielle. Je remercie donc chaleureusement à cette occasion mes collègues et amis du conseil d'administration pour leur confiance. Je salue leurs répondants et leur disponibilité, ainsi que leur engagement dans cette modernisation permanente de l'agence pendant ces 5 années. Troisième thème que je souhaiterais aborder au nom de la modernisation, c'est la modernisation du spectre. Vaste sujet, aurait dit quelqu'un, qui nous concerne tous. Je prends un instant pour vous en rappeler quelques échéances significatives. Pour commencer, je ne vous parlerai pas, ou à peine, de la 5G, qui est la quintessence de la modernité, puisqu'elle saura tout faire. Les bandes à l'étude supérieures à 24 GHz, excusez-moi des détails techniques, seront particulièrement adaptées à cette nouvelle génération de technologies mobiles, dont les possibilités qu'elle offre pour l'Internet des objets. L'utilisation de ces bandes hautes parce qu'on monte dans le spectre, est une évolution déterminante pour le secteur mobile, qui s'accompagnera sans doute d'une profonde évolution dans l'architecture des réseaux, ainsi qu'un déploiement accru de petites antennes. Des rendez-vous importants
s'annonce également dans le domaine des transports. Les transports sont amenés à devenir de plus en plus connectés, en allant jusqu'à devenir autonomes. Je parle ici des véhicules routiers. Dans les années à venir, pour donc ce qu'on appelle les systèmes de transport intelligents, les ITS, l'agence veillera à sécuriser et à renforcer l'accès à la bande 5 GHz, bande qui fait l'objet d'une forte attirance au niveau international. Il faudra donc se montrer particulièrement vigilant. L'exigence de sécurité qui est présente dans tous les secteurs de transport verra se développer des systèmes de dimension mondiale. En particulier dans les transports maritimes, ce sera le cas avec le système mondial de détresse et de sécurité en mer, qu'on appelle, excusez l'acronyme, le SMDSM, alors plus facile en anglais GMDSS. L'ajout d'une composante satellitaire au système actuel d'identification automatique améliorera significativement le suivi des bateaux, sans pour autant nécessiter de changement d'équipement. Les marins apprécieront. Dans le domaine aéronautique, enfin, l'OACI, l'Organisation internationale du transport aérien, prépare l'équivalent du SMDSM dont on vient de parler pour les avions. Ce sera bien sûr, vous l'avez deviné, le SMDSA, le système mondial de détresse et de sécurité aéronautique. Il est connu, lui, sous le nom anglais de GADS. Ça dira peut-être quelque chose à certains d'entre vous, le GADSS. Enfin, je terminerai par plusieurs points d'ordre scientifique dans lesquels la France excelle et qui sont en lien en particulier avec les satellites. Rappelez-vous le système français Argos, celui qu'utilisent nos navigateurs le plus souvent quand ils sont perdus en mer, ou tout au moins quand ils recherchent leur route. Système mondial de localisation et de collecte de données géopositionnées par satellite. Il est de plus en plus dédié à l'étude et à la protection environnementale. Dès 1978, ce système a préfiguré en fait l'Internet des objets, étant donné les bases sur lesquelles il était construit. Ces applications sont terriblement nombreuses aujourd'hui, allant du suivi des espèces menacées, les phoques, les ours, les baleines, les tortues, jusqu'à la sécurité en mer, de la pêche durable à la prévention de la pollution en mer ou à la climatologie. Vous imaginez bien les enjeux qu'il y a derrière tout ça. Nous chercherons à pérenniser là des bandes utilisées par Argos dans la bande 400 MHz. Et s'agissant des bandes pour les liaisons terre vers espace, il s'agira en outre de trouver de nouvelles fréquences pour communiquer avec les nanosatellites, tout petits satellites qui vont bientôt parsemer le ciel, dont les fortes puissances ne sont pas compatibles aujourd'hui avec le système Argos. Enfin, un chantier très important s'ouvre également pour définir les fréquences pour les constellations de satellites non géostationnaires. Et d'ici la prochaine conférence mondiale en 2019, il faudra vraisemblablement déboucher sur la définition de conditions d'une cohabitation entre ces constellations de satellites non géostationnaires et les satellites géostationnaires. J'en terminerai là et j'aborderai simplement un dernier sujet de modernité que je souhaite évoquer ce soir et qui concerne en fait une BD. Mais ce n'est pas n'importe quelle BD. 10 jours à peine avant le festival d'Angoulême, qui démarre fin janvier, et quelques heures après la fermeture de l'exposition Hergé au Grand Palais, l'agence investit en effet à son tour dans le 9e art, dont les connaisseurs situent le premier âge d'or dans les années 30, au moment même où Dufy se voyait passer commande de sa fresque. La BD en question est quelque peu atypique dans les productions de l'agence. Aucun lien avec un observatoire ou une base de données. Mais c'est encore une modernisation de l'agence dans sa volonté de faire comprendre les fréquences. Rassurez-vous, ce n'est pas le plan stratégique qui serait sorti subrepticement. Restant sur la logique que le spectre est l'affaire de tous, experts comme moins initiés, gestionnaires comme utilisateurs, notre service de communication a donc été l'artisan infatigable et discret d'un exposé didactique pour les 20 ans de l'agence sur la fabuleuse histoire des fréquences. Nos créatrices et créateurs ont reçu un soutien enthousiaste des amateurs de BD que nous sommes, Gilles et moi en particulier, et se sont employés à collecter informations et anecdotes précieuses. Marc Chauvin, cet excellent auteur de BD, qui est peut-être là ce soir, m'avait-on dit, s'est employé à transformer nos drôles d'histoires en une BD passionnante. Avant d'être éventuellement le premier d'une peut-être longue série à succès, ce numéro se veut surtout une initiation aux fréquences,
et aux usages. Il retourne aux sources en évoquant notre cher Hertz, mais aussi Branly, Lodge et Marconi. Il n'y aura pas de quiz à la fin de la soirée, rassurez-vous. Le général Ferrier, la Tour Eiffel, Mata Hari qui a été, pour les connaisseurs, dépisté grâce à la détection des signaux via la Tour Eiffel, mais aussi bien sûr les deux guerres, le Titanic, le GPS et, last but not least, la fresque des fréquences de l'Agence nationale des fréquences, qui pourrait d'ailleurs avoir également sa place dans ce musée. Rêvons un peu, contribution très réelle à l'œuvre de Raoul Dufy, illustrant la créativité humaine depuis 1937. Vous y trouverez donc dans cette bande dessinée tous, j'espère, votre bonheur, même si quelques oublis sont probables et si la vulgarisation ne permet pas de refléter toutes les subtilités de la saga des ondes. Merci de votre indulgence. Faites-nous part de vos suggestions pour la suite. Vous pourrez consulter cette œuvre, bientôt élevée au rang de collector, pendant la soirée. Quelques numéros circuleront. Et aussi, c'est la deuxième surprise que nous vous réservons après celle de pouvoir retrouver ou découvrir le talent de Raoul Dufy. Il est prévu de vous remettre à chacun une copie de cette merveilleuse œuvre au moment de nous quitter. Avant de laisser la parole à Gilles et au directeur général de l'agence, je voudrais vous adresser encore quelques derniers mots. L'actualité du spectre ne manquera pas dans les années à venir et je me réjouis d'imaginer ce que pourront être nos nouvelles missions en 2022 ou encore en 2037. Les fréquences sont plus que jamais au sein de notre quotidien, comme l'illustre notre consultation sur le plan stratégique, dont Gilles parlera tout à l'heure, même tout de suite. Je formule le vœu que la gestion du spectre garde toute sa précision, sa technicité, mais en même temps qu'elle continue à être innovatrice, moderne et aussi de plus en plus accessible à tous. Que les 5 ou les 20 années à venir soient toutes aussi riches et passionnantes que les 5 ou 20 dernières années, que la magie de Dufy nous inspire. Merci à Gilles d'avoir choisi en effet de placer notre célébration dans ce contexte inspirant de l'histoire des ondes radioélectriques et au milieu de cet aréopage de philosophes, scientifiques et ingénieurs que nous allons découvrir sur la fresque de Raoul Dufy. C'est aussi au cœur de l'histoire des arts que nous nous plaçons et du rayonnement international dans ce palais de Tokyo qui a été achevé en 1937 pour l'exposition internationale qui, à l'époque, devait aider à réconcilier les peuples. Aux personnes et responsables présents ce soir, aux directeurs généraux, aux représentants des affectataires, à ceux des industriels, des organisations et organismes qui, toujours plus nombreux, travaillent avec l'agence, à vous tous, chers amis des fréquences, je présente mes sincères vœux pour l'année qui s'ouvre. Qu'elle soit lumineuse, même électrique, et qu'elle vous apporte paix, succès dans vos aspirations et bonheur, en ayant aussi une pensée très particulière pour ceux de nos amis qui nous ont quittés en 2016. Je vous souhaite une très bonne année, du fond du cœur, 2017. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je vais essayer de composer avec cette acoustique d'église pour vous d'abord remercier de votre présence ici ce soir au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris et puis vous présenter également tous mes vœux pour l'année 2017. Ce soir, c'est l'occasion de fêter les 20 ans de l'Agence nationale des fréquences, une institution chargée de la gestion de toutes les fréquences radioélectriques. C'est une ressource rare, donc stratégique, et c'est l'un des socles de nos échanges, et également l'un des moteurs de notre économie. La valeur des fréquences que l'on voit régulièrement croître en est l'indice. Permettez-moi tout d'abord de rendre hommage à tous ceux qui ont créé l'agence, puis ont développé ses missions. L'agence a été créée par la loi de réglementation des télécoms du 26 juillet 1996. Cette loi avait 3 grands objectifs. Le premier, c'était le changement de statut de France Télécom avant sa mise sur le marché. Le deuxième objectif, c'était la création de l'autorité de régulation des télécommunications, dont je salue le premier président, Jean-Michel Hubert, présent ce soir. Et le troisième objectif, c'était la fondation d'une agence du spectre. Les 2 premières dispositions, aussi curieux que cela puisse paraître, étaient assez conjoncturelles. Le changement de statut de France Télécom, c'était pour usage immédiat, puisque 1 an après, finalement, le capital de l'opérateur a été ouvert. La création de l'autorité de régulation des télécommunications était au départ conçue par les penseurs comme une entité
temporaire qui allait exister quelques années, le temps que la concurrence s'installe parfaitement dans le marché des télécommunications et puis ensuite disparaître peut-être ou changer ou pivoter, peut-être pivoter, effectivement. Elle pivote aujourd'hui et c'est prévu. Et la troisième entité, l'Agence nationale des fréquences, elle, avait été pensée d'emblée comme une structure pérenne. Alors, comme tous les organismes appelés à durer un peu, elle s'est construite, consolidée silencieusement pendant son enfance, son adolescence, le début de sa vie d'adulte. Et 20 ans plus tard, la voilà, ce soir, devant vous. L'agence a commencé à fonctionner le 1er janvier 1997. Le rapport annuel de l'époque, dont je vais vous épargner la lecture in extenso, indique qu'elle se destine à être un pôle de compétences nationales pour la meilleure utilisation possible du spectre des fréquences radioélectriques, ressources rares au service d'innombrables applications indispensables à notre société. Force est de constater que ces mots sont toujours d'actualité. Depuis 1997, l'agence s'est développée et je remercie en premier lieu tous les agents qui se sont succédés à leur poste pendant 20 ans pour assurer au quotidien la gestion des ondes. Certains d'entre eux qui ont connu les premiers jours de l'agence sont ici ce soir avec nous et beaucoup de personnes de l'agence sont ce soir aussi dans cette salle et je tiens à leur rendre hommage pour l'activité qu'ils développent pour que l'agence existe. Je rends un hommage particulier aux 3 présidents qu'a connus l'agence. Jean-Claude Guiguet, qui a jeté les fondements du conseil d'administration, Arnaud Miquel, qui lui a succédé, et puis notre président actuel, Jean-Pierre Lepesteur, qui a pris ses fonctions en 2012 et que je remercie pour ses mots chaleureux. Je le félicite à mon tour, puisqu'il gère avec dévouement, habileté et souvent diplomatie notre conseil d'administration et les intérêts de nos 11 affectataires, intérêts parfois divergents. Il s'est orienté par ses conseils l'activité de l'agence vers une gestion toujours plus efficace du spectre. Je voudrais aussi saluer les 2 directeurs généraux auxquels j'ai l'honneur de succéder. Jean-Marc Chaduc, qui a construit l'établissement public à partir non pas d'une feuille blanche, mais d'une loi et de quelques décrets, ce qui revient presque au même. François Rancy, qui a notamment, et qui est présent ce soir et que je salue, qui a notamment fait de cette jeune agence une institution de référence parmi ses agences homologues à l'international. Et depuis 2010, il veille désormais non plus sur le spectre de la seule République française, mais sur celui du monde entier comme directeur du bureau des radiocommunications de l'UIT. Alors que s'est-il passé pendant les 20 dernières années ? Alors à cet instant-là, la salle s'interroge parce que le discours peut commencer à être long. Je vais essayer de l'abréger un peu puisque je pense que l'avantage que vous soyez aussi nombreux ce soir, c'est aussi de pouvoir échanger. Il faut quand même se souvenir qu'il y a 20 ans, la télévision terrestre était analogique et que les Français disposaient d'au plus 6 chaînes. L'Internet commençait sa diffusion dans les foyers. On ne pensait pas encore à l'Internet des objets, on pensait juste à l'Internet des humains. Et pour pouvoir se connecter, on utilisait un modem qui faisait des sifflements assez stridents. Pas d'ADSL à l'époque. Il y avait déjà 3 opérateurs mobiles, car les opérateurs mobiles avaient été autorisés tous les 3 avant la loi de 96, mais les réseaux étaient en 2G. Alors, en 20 ans, que s'est-il passé ? D'abord, nous avons vu passer 3 générations de réseaux mobiles. Après la 2G est venue la 3G. La 3G a vu aussi l'apparition, en 2007, on en a souvent parlé très récemment, du premier smartphone, l'iPhone, qui a ouvert l'accès de tous à Internet mobile. La 4G a été spécifiée en 2008, puis un 4e opérateur a été autorisé par l'ARCEP à ouvrir ses services en 2012. Et nous préparons désormais la 5G, dont les premiers déploiements sont attendus en 2020. Les mobiles sont aujourd'hui diffusés dans toute la société. En 2000, on comptait environ 30 millions d'abonnements actifs, moins d'un Français sur 2. En novembre dernier, il y en avait plus de 72 millions, c'est-à-dire beaucoup plus qu'un par Français. La progression de ces réseaux est désormais suivie depuis plus de 3 ans grâce à l'Observatoire mensuel de l'agence qui dénombre les autorisations accordées. En 2016, plus de 8000 nouveaux sites 4G ont ainsi été autorisés. Et l'agence donne chaque semaine environ 1000 autorisations de création, modification, suppression d'antennes relais. C'est énorme. En 20 ans également, l'agence a fait une incursion progressive dans le domaine de l'audiovisuel.
Au moment de l'introduction de la TNT entre 2002 et 2005, sur les recommandations de Michel Boyon, dont le rapport a confié des activités à l'agence, l'agence s'est trouvée en charge de gérer les réaménagements de fréquences, déjà à l'époque. Puis elle a reçu la mission, conjointement avec le CSA, de la protection de la réception de la télévision. Lorsque l'on a arrêté l'analogique, entre 2009 et 2011, elle a graduellement pris en charge l'accompagnement des téléspectateurs. Cet accompagnement a atteint un nouvel état lorsqu'elle a également pris en charge la gestion des aides et de la communication pour accompagner les téléspectateurs, ce qui a conduit à l'opération du 5 avril 2016, au cours de laquelle la télévision est passée au tout HD. La campagne de communication, d'ailleurs, a été récompensée par un prix, le prix EFI d'or, une distinction reconnue par les communicants, puisqu'elle récompense l'efficacité de la communication. Et force est de constater que la communication a été efficace, puisque finalement, 97% de la population a eu connaissance de l'opération, 91% des foyers concernés ont su procéder au rescan, et plus de 10 millions d'appareils décodant la TNT HD ont été vendus avant, pendant et après la campagne. 20 ans, c'est aussi, c'est moins connu, plus de 80 000 contrôles de navires réalisés par les agents de la NFR. Entre 2014 et 2016, l'agence a effectué un rappel de plus de 38 000 radiobalises défectueuses, ce qui a contribué, je crois, à la sécurité des marins. D'ailleurs, l'an passé, pour la première fois, un agent de l'agence, que je félicite, a reçu le mérite maritime, qui prouve, pour une personne qui pourtant travaille sur Terre, le concours de l'Agence pour la sécurité en mer, qui a été donc reconnu par le ministre. 20 ans, c'est aussi de nombreux événements, des grands événements culturels, des grands événements administratifs, sportifs, des G20, les 24 heures du Mans, des Tours de France, la Coupe du monde de rugby, et pendant que nous parlons ce soir, également la Coupe du monde de handball, puisque les gens de l'Agence des fréquences sont là pour s'assurer que la chaîne autorisée à retransmettre cette manifestation, qui est malheureusement relativement peu diffusée, puisse fonctionner correctement avec ces fréquences pendant cet événement. Que nous gagnerons bien sûr, puisque vous savez que la France a quand même une équipe de handball très efficace. Tous mes voeux l'accompagnent. Nous avons également l'an passé assuré la sécurité des fréquences dans la COP 21, 194 pays pendant 3 semaines au Bourget. J'ai renoncé à compter, bien sûr, pendant ces 20 années, toutes les réunions auxquelles l'équipe internationale a participé, les contributions qu'elle a fournies, les groupes qu'elle a présidés, puisque les fréquences ne connaissent pas de barrières géographiques et une grande partie de l'activité de l'agence se déroule au-delà des frontières de l'Hexagone. Pour cela, il faut prendre des positions au niveau communautaire avec le RSPG, le RSCOM, en Europe avec la CEPT, à l'international, à l'UIT. Et grâce à ces positions, l'agence, sans relâche, prépare et négocie des positions françaises permettant aux industriels français de bénéficier d'un accès plus favorable au spectre. Et je salue tous ceux qui ce soir nous ont réunis pour cette occasion. Alors bien sûr, en 20 ans, il y a des choses qui ont aussi avancé moins vite, mais qui néanmoins ont avancé sûrement, comme Galiléo, puisque il y a 20 ans, Galiléo était sur les fonds baptismaux, et 20 ans plus tard, Galiléo existe. Il a fallu 20 ans. On pourrait dire un peu la même chose avec le GSMR. Il y a 20 ans, le GSMR était en phase de conception. Aujourd'hui, le GSMR, c'est une aventure tous les jours, donc parfois, dans le spectre, certaines affaires prennent plus de temps, mais nous les surveillons. Quelques éléments sur l'avenir, tout de même, maintenant que le passé a été évoqué. Quelques chantiers que je voudrais citer rapidement. Premier chantier, le plan stratégique de l'agence. J'en ai déjà parlé lors de la conférence de l'an passé, de décembre dernier. Il y a 20 ans, notre plan stratégique, c'était une loi et un recueil de débats parlementaires. Pour préparer les 20 prochaines années, l'agence effectue aujourd'hui un travail de prospective approfondi en s'interrogeant sur ce qui va impacter le spectre dans les 10 à 20 années à venir. Nous tentons, avec votre concours, et c'est votre concours qui sera nécessaire pour arriver à un résultat, de discerner les futurs usages et ce qu'ils impliqueront pour la gestion du spectre. Je rappellerai simplement que la secrétaire d'État, Axelle Lemaire, nous a demandé de fournir un plan stratégique qui soit lisible, peut-être pas autant que la BD qui a été évoquée, mais qui permette aux décideurs de comprendre les enjeux du spectre.
Et je rappellerai aussi que la consultation est en ligne, que la date limite pour y contribuer, c'est le 28 février, et que certains d'entre vous, alors j'espère moins nombreux que ce soir, seront à l'atelier que nous organisons ce jeudi pour mettre un coup de projecteur sur une partie de ces questions autour du spectre, d'ailleurs dans le sillage du rapport de Joël Toledano, sur les bandes libres et le partage des fréquences pour mieux préparer vos contributions. Donc rendez-vous jeudi pour un premier atelier, jeudi matin. Deuxième chantier, l'open data. La NFR a publié depuis plusieurs années ses mesures de champ sur carte radio, sa base d'antenne relais également. Elle a ouvert ses bases d'antennes. Elle a organisé un hackathon afin d'encourager la réutilisation de ces données. Ce hackathon a bien fonctionné, a donné beaucoup d'inspiration sur la gestion de nos bases. Alors, nous allons le reconduire. Nous allons le reconduire en 2017. Il aura lieu cette fois-ci, notez-le bien, à la mi-mai, au campus Cluster Paris Innovation, dans le 13e arrondissement de Paris, aux Olympiades. Sa thématique sera « Rendre visible l'invisible ». C'est tout à fait adapté aux fréquences. Cette manifestation sera l'occasion, au temps d'un week-end, pour les spécialistes des données, développeurs, graphistes, cartographes, de concevoir des applications à partir des données ANFR, entre autres pour mieux visualiser les ondes radioélectriques qui restent malheureusement invisibles à l'œil humain. Deux questions européennes que j'évoquerai rapidement. Ensuite, en 2017, nous aurons les négociations du paquet télécom, un sujet suivi par la DGE et par l'ARCEP, mais auquel l'agence apportera sa contribution, parce que dans ce paquet télécom, il y a des éléments sur la gestion du spectre, et la gestion du spectre, nous avons des choses à dire, et nous les dirons, dans le respect du droit des États. L'Europe, c'est aussi le paquet connectivité, la 5G. La 5G, les décisions se prennent maintenant, je l'ai déjà évoqué à la conférence. La 5G pour les fréquences, c'est maintenant. Donc c'est vraiment important que ce qui suit l'avis du RGPD se mette en œuvre et qu'on définisse les fréquences pour la 5G. Troisième sujet, un peu d'actualité, la question de la directive RED, Radio Equipment Directive. Cette directive, c'est celle qui permet de préciser les exigences essentielles auxquelles doivent se conformer les constructeurs avant la mise sur le marché des équipements. Les constructeurs disposent jusqu'au 12 juin 2017 d'une période de transition pendant laquelle ils peuvent continuer à appliquer les dispositions de l'ancienne directive. Dans quelques mois, c'est la directive RED et elle seule qui va s'appliquer. Qu'apporte-t-elle ? Eh bien, elle apporte notamment des pouvoirs nouveaux à l'agence pour le contrôle du respect des obligations relatives à la mise sur le marché des équipements radioélectriques. Nous disposerons ainsi d'un pouvoir de mise en demeure et de sanctions administratives et, point d'actualité, la décision prononcée par l'agence pourra faire l'objet d'une publication. Quatrième et dernier chantier, les travaux de libération de la bande 700. Deux mots suffisent. La bande 700, ça a été un succès pour la phase 0 le 5 avril dernier. Eh bien, il faut recommencer avec le CSA, aux côtés du CSA, et je salue Nicolas Curien qui est souvent à nos côtés pour les points presse que nous faisons à cette occasion. Nous allons reprendre notre bâton de pèlerin pour expliquer aux Français, d'abord de la région PACA, leur aménagement de fréquences. Nous allons redistribuer des aides, nous allons recommuniquer pour expliquer comment rescanner son poste et libérer la bande 700 pour les opérateurs mobiles, dont je salue les dirigeants qui sont nombreux ici ce soir. Cette opération, elle va impacter 25 millions de téléspectateurs entre fin 2017 et mi-2019. Alors, après tous ces éléments finalement assez techniques, je ne pourrais vous quitter sans évoquer le lieu où nous sommes réunis ce soir pour fêter les 20 ans de l'agence, le musée d'art moderne de la ville de Paris. C'est Rimbaud, je crois, qui écrivait « Il faut être absolument moderne ». Nous essayons d'être modernes et c'est pour ça aussi que je remercie l'administration du musée de nous avoir reçus et d'accepter d'héberger la manifestation de ce soir. Pourquoi ici, ce soir ? Deux raisons. La première raison, c'est que nous sommes ici dans la salle Delaunay. Il y a une autre salle Delaunay qui sera ouverte à l'instant, qui permettra d'avoir plus de place pour discuter et voir le paysage. C'est une salle qui évidemment célèbre un peintre qui a à maintes reprises peint la tour Eiffel, et de la pièce d'à côté, et celle-ci aussi, vous pouvez voir la tour Eiffel illuminée. Et la tour Eiffel, c'est un symbole, évidemment, de la modernité, mais aussi de la radiodiffusion. C'était important que cette manifestation se passe sous l'ombre protectrice de la tour Eiffel.
La raison principale de notre présence ici ce soir, c'est la fresque de Dufy qu'a évoqué Jean-Pierre Lepesteur, une fresque monumentale, 600 mètres carrés, qui a été pendant longtemps le plus grand tableau du monde, pendant plusieurs décennies, et qui décrit la fée électricité. Alors évidemment, la fée électricité, c'est aussi la fée électromagnétique, et vous verrez dans cette fresque 110 savants qui sont aussi des découvreurs de notre métier des fréquences, qui sont nos grands anciens et qui donc placent l'oreille tutélaire sur cette manifestation de ce soir. Avant la fin de la soirée, je vous invite à vous déplacer en petits groupes pour pouvoir admirer la fresque avec les indications d'un conférencier qui est mis à notre disposition par le musée ce soir. Et vous pourrez également accéder à l'ensemble des collections permanentes du musée pendant la manifestation. Vous pourrez voir d'autres œuvres d'art qui, effectivement, comme l'a remarqué Jean-Pierre, peuvent ressembler à la fresque des fréquences. Nous n'avons pas encore osé l'exposer. Donc, l'Agence des fréquences est moderne. L'art moderne a commencé aussi à la même époque que la radio. C'est quelque chose qui marque cette épopée des fréquences. Dans mes propos, je n'ai pu évoquer que très rapidement le travail accompli en 2016. Et je salue l'ensemble des 300 agents de l'agence pour leur contribution à nos missions. Ils peuvent en être fiers. Les activités de contrôle, de gestion de nos bases, de planification internationale, les fonctions juridiques, de communication, stratégique, budgétaire, informatique, de ressources humaines ou de logistique, à Paris, en France et en Outre-mer, en France de l'intérieur et en Outre-mer, c'est leur travail et leur enthousiasme qui forgent le succès de nos missions. Les usages du spectre des fréquences radioélectriques sont en perpétuelle évolution et demeureront en forte croissance. Cette croissance proviendra à la fois des usages existants et du développement de nombreux services innovants qui reposeront sur les fréquences. Alors pour conclure, une simple citation de Dufy. Dufy disait « Manier des couleurs et des lignes, n'est-ce pas là une vraie diplomatie ? Car la vraie difficulté, c'est justement d'accorder tout cela. » C'est assez facile à transposer pour nous, puisqu'on pourrait dire « Manier des fréquences et des antennes, n'est-ce pas là une vraie diplomatie ? Car la vraie difficulté, c'est justement d'accorder tout cela. » Je vous renouvelle, en mon nom propre et au nom de l'agence, tous mes vœux de bonheur et de réussite pour 2017, et je vous remercie pour votre concours à la construction du monde des fréquences, hier, aujourd'hui et demain.